Allô, allô? Mesdames et messieurs, voilà. Je vous souhaite tous et toutes la bienvenue au banquet du 60e congrès annuel de la Society for French Historical Studies. C'est un grand moment dans l'histoire de la société et je suis très content de vous voir venus aussi nombreux et aussi bruyants, si je peux dire, au dîner du 60e anniversaire. So tonight we have as our plenary speaker Emeritus Professor Antoine Prot from the Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Antoine Prot is known to many people in this room. He is a great figure in French history, and he's a great figure as a public intellectual in France. He began his academic career as a Normandien. He studied under Pierre Renouvin, also under René Raymond, two names that we've heard much of in the last few days. He directed the Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle, and he's president of the Academic and Pedagogical Committee of the Fondation Nationale de la Résistance, the Academic Committee of the Mémorial de Verdun, as well as the Academic Committee of the Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc c'est quelqu'un très très connu en France, à l'étranger, quelqu'un très très connu comme historien de la Grande Guerre. Mais effectivement, ce n'est pas seulement la Grande Guerre qui incarne la vie universitaire de M. Prot. He has passed through several stages in his academic career. He is a noted historian of education in France. He's a noted historian of the Fonds Populaire in France. And he is a noted historian of the First World War and its effects on French society. Amongst his numerous books, and I do mean numerous books, are 12 leçons sur l'histoire, paru à Paris chez Seuil en 1996, The Great War and History, Debates and Controversies, 1914 to the Present with Jay Winter, Cambridge University Press, which was translated from the original French, La Grande Guerre expliquée à mon petit-fils, paru également chez Seuil en 2005, and most recently, Du changement dans l'école, les réformes de l'éducation de 1936 à nos jours, également chez Seuil en 2013. I would like to say on a personal level that I have known Antoine Prot. It's a bit like John Horn. We can't really remember when we met, we just know that it was a long time ago. Sometime back in the 80s or the early 90s, I think. But I also will say this, that when I first arrived in the UK to begin my PhD, one of the very first books that I was given by my supervisor, Maurice Larkin, the late Maurice Larkin, was the 3-volume Les Anciens Combattants et la Société Française by Antoine Prot, which I devoured and which inspired me enormously in my work on pacifism in France. So, ladies and gentlemen, it is a tremendous pleasure, c'est un grand plaisir, un grand honneur ce soir d'accueillir Monsieur le Professeur Antoine Prot au banquet de la Society for French Historical Studies, et il va nous parler ce soir du sujet « Quelle guerre? La France commémore-t-elle en 2014 ?» Messieurs, mesdames. Bien, je remercie les organisateurs du colloque et tout particulièrement Norman de m'avoir invité à participer à cette réunion annuelle qui était tout à fait passionnante et qui n'est d'ailleurs pas terminée. Et je vais m'efforcer, pour moi c'est un grand honneur, c'est un plaisir. En même temps, c'est un peu un devoir
je vais m'efforcer de vous présenter les commémorations qui vont se produire en France à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et j'y ajouterai quelques remarques après la description pour essayer de dégager le sens et les manques de la commémoration. Parce que les historiens sont en quelque sorte réquisitionnés pour les commémorations. Du devoir de mémoire, nous sommes passés à une sorte de devoir de commémorer qui pose problème car la commémoration est toujours décalée par rapport à l'histoire. Et l'on oublie certains aspects et l'on retient d'autres qu'elle interprète à sa façon. Et je souhaiterais essayer de réfléchir avec vous sur justement l'écart, la distance qui sépare la guerre et les problèmes que la guerre pourrait poser à nos contemporains de la commémoration et de la manière dont elle se déroule. Première remarque, avant d'être une politique, la commémoration est un fait. Bien avant que l'État n'ait annoncé ses intentions et son programme, les éditeurs avaient commandé des livres pour l'automne 2013. Les producteurs de radio et de télévision avaient commandé des séries télévisées, des documentaires, et les conservateurs de musées avaient prévu des expositions. La commémoration de la Grande Guerre est un mouvement venu d'en bas, de la société civile. Et donc la question qu'on me pose parfois de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas commémorer la Première Guerre mondiale est une question totalement superflue. La commémoration a lieu, c'est un fait. Deuxième remarque, il n'y a pas une, il y a deux commémorations différentes qui s'organisent, qui s'entrecroisent et qui se complètent et en même temps s'ignorent partiellement. D'un côté, vous avez l'État, avec ses commémorations traditionnelles, comme le 14 juillet, le 11 novembre, ses relations avec d'autres États, ses autorités et ses symboles que les autorités manient d'ailleurs à plus ou moins bon escient. De l'autre, vous avez la société civile avec son foisonnement, ses multiples acteurs. Et ces deux agencies ne commémorent pas la même guerre. La mission du centenaire que je préside, le conseil scientifique de la mission du centenaire que je préside, a bien été chargé d'accompagner les commémorations venues d'en bas, mais elle n'a ni la mission et encore moins l'intention de faire prévaloir une pensée unique ou une vérité officielle. Donc vous avez deux commémorations qui suivent chacune leur ligne et qui commémorent deux guerres différentes. Alors, je vais les prendre successivement et naturellement, j'accorderai beaucoup plus d'importance à la seconde parce qu'elle est beaucoup plus proliférante que la première. La première, c'est la commémoration de l'État. Ces commémorations officielles s'inscrivent dans un réseau de contraintes. Leur calendrier est en grande partie déterminé à l'avance. Certains événements majeurs imposent leur date, quel que soit le gouvernement. Il devra, en 2016, commémorer la bataille de Verdun. Il ne peut pas y échapper. Et pour le faire, il n'a que deux dates. Le 21 février, date où la bataille commence, ou entre le 21 et le 25 juin, date où elle est censée avoir atteint son climax, et où elle est traditionnellement commémorée à Verdun. Donc, les commémorations de l'État, elles sont contraintes par leur date et par une partie de leur modalité. Mais leur organisation, leur conception symbolique et les discours que les autorités tiennent peuvent déterminer leur sens. Et le sens est évidemment variable. Alors en 2014, 4 commémorations sont prévues, 4 commémorations d'État sont prévues.
elles toutes commémorent une guerre mondiale. C'est ça qui est le fait marquant et essentiel. La première ne répond pas à une contrainte de calendrier. C'est celle du 14 juillet. Car le 14 juillet 1914 n'est pas un anniversaire de la guerre de 1914. C'est, si on veut, un anniversaire de la fête de la Fédération ou de la prise de la Bastille, mais en aucun cas une fête de la guerre de 1914. Donc en décidant de faire du 14 juillet le point d'ouverture des commémorations officielles de la guerre de 14, l'État français prend un parti interprétatif. Et ce parti interprétatif, il apparaît dans la conception du défilé du 14 juillet. Sont invités à défiler le 14 juillet tous les États, tous les États actuels, dont les ressortissants ont combattu pendant la guerre de 14 à un titre ou à un autre, dans un camp ou dans l'autre. Ça en fait entre 72 et 80. La liste est difficile à faire. Et cela promet aux commentateurs de la télévision quelques difficultés dans leurs commentaires, car je ne vous apprendrai pas qu'entre la carte des nations actuelle et celle des empires d'avant 1914, il y a quelques évolutions. La seconde manifestation commémorative va commémorer la mobilisation et le début de la guerre. Et elle va être très compliquée à organiser, je n'entre pas dans les détails, je retiens seulement qu'il y aura une manifestation franco-allemande avec le président de la République allemande à l'Hartmannswiederkopf, suivie d'une participation à des commémorations anglo-belges à Bruxelles, puisque la Belgique a décidé de commémorer le 4 août, date de l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne pour défendre la neutralité. Vous voyez que là aussi, c'est une manifestation non pas franco-allemande, ni même encore moins franco-française. Troisième date, l'anniversaire de la bataille de la Marne, le 12 septembre. Alors là, la commémoration associera la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni à titre principal. C'est-à-dire que pour une fois, les Français n'oublient pas que les Anglais, au lieu de repartir vers Dunkerque et Boulogne, comme certains de leurs chefs y avaient pensé, ont colmaté les brèches et accompagné les troupes françaises pour contenir l'offensive de la Marne. Mais accessoirement, la Russie et la Tchéquie participeront aux manifestations du 12 septembre. Enfin, la dernière manifestation, le 11 novembre, est probablement la plus symbolique. Elle va se passer à Notre-Dame de Lorette, une grande nécropole nationale, c'est le cimetière national qui accueille le plus de dépouilles françaises. Mais à côté de cette nécropole, la région Nord-Pas-de-Calais fait construire un immense mur sur lequel seront gravés 600 000 noms, les noms de tous les morts des batailles de Nord-Picardie, rangés par ordre alphabétique, strict, y compris les prénoms, quelle que soit la nationalité. Donc, vous aurez côte à côte des Allemands, des Britanniques, des Français, des Australiens, des Canadiens, des Marocains, des Polonais, etc. La liste n'est pas close. C'est un immense memorial à l'anglaise que les Français vont réaliser. Et vous verrez ici, c'est des transferts culturels dont parfois les commémorations sont l'occasion. Donc vous voyez clairement, l'État commémore une guerre mondiale et pas seulement une guerre franco-allemande. Le sens que les autorités leur donneront dépendra de leur discours. Et alors là, je ne peux pas vous les présenter parce que je ne les ferai pas. Donc, je ne peux pas anticiper. Mais logiquement, ce cadre devrait conduire à placer le rapprochement franco-allemand dans la continuité d'un effort pour établir un ordre de droit international de la SDN à l'ONU. Alors, les commémorations de la société civile, d'abord, leur importance à la fois quantitative et qualitative.
La procédure de labellisation qui a été engagée par la mission du centenaire permet de faire quelques mesures, de prendre une approche globale du phénomène, puisque nous donnons un label aux projets qui nous sont présentés. Le label n'entraîne pas nécessairement un financement. De très nombreux projets n'ont pas demandé à être labellisés pour cette raison. Ils n'avaient pas besoin de financement, donc bon. Et les projets non labellisés pourront cependant se dérouler. Le fait de refuser le label n'interdit pas la manifestation. Les projets labellisés, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais rien que cette partie émergée, je vais vous donner des chiffres, c'est impressionnant. Les préfectures ont fait remonter en 2 vagues 1644 projets divers. Le ministère de l'Éducation nationale, 626. Il s'y ajoute 310 projets nationaux et 148 projets internationaux. Je pense que ce congrès aurait pu demander le label. Je ne sais pas, normal si vous l'avez demandé, mais si vous l'aviez demandé, vous l'auriez eu. Vous n'auriez pas eu un sou de plus, mais vous auriez eu la satisfaction morale d'avoir. Bon. Alors, si, d'après quelques exemples locaux, l'inspecteur primaire de la circonscription où j'habite m'a invité à faire une matinée avec les instituteurs de sa circonscription sur les projets qu'ils font. J'ai vu présenter 5 projets. Sur les 5 projets, il n'y en a qu'un qui avait demandé le label. Si vous appliquez cette proportion de 5 pour 1, ça vous fait plus de 10 000 projets commémoratifs en France l'année prochaine, enfin cette année et les années suivantes. Donc c'est quelque chose de total, c'est une vague, c'est une marée, c'est pas tout à fait un tsunami, mais bon. Or, cette importance quantitative est aussi une extension territoriale extraordinaire. Toute la France commémore. On aurait pu s'attendre à ce que les départements occupés ou les départements du front commémorent plus que les autres, mais pas du tout. Le réseau des départements méridionaux, bretons, auvergnats, il y a 14 projets dans le Cantal, à moins que ce ne soit dans l'Aveyron, je ne sais plus. Les départements alpins ne sont pas moins concernés que les départements du Nord et du front. La commémoration s'étend au-delà de la métropole, on commémore aux Antilles, à la Réunion, et à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie, il y a une très forte mobilisation. Donc c'est vraiment un phénomène national. Troisièmement, tout le monde commémore, parce que la commémoration s'enracine, c'est ça le phénomène absolument fondamental. Ça ne s'expliquerait pas si la commémoration ne s'enracinait pas dans des mémoires familiales. La grande collecte que la Bibliothèque nationale et le site Europeana ont organisée en novembre dernier a tiré de l'obscurité des milliers de documents ou d'objets que des personnes ont apportés. Vous ne pouvez pas causer avec quelqu'un de la Grande Guerre, quelqu'un, je dirais, pas un gamin des écoles, mais un adulte, sans qu'il vous dise mon grand-père, ma grand-mère, etc. Martha elle-même nous en a donné la démonstration hier de façon très émouvante. Donc c'est une mémoire familiale, ça vient d'en bas. Et donc les collectivités locales sont suscitées par une multitude de porteurs de projets. Il y a absolument de tout. Il y a des archivistes, il y a des professeurs, il y a des proviseurs, des chefs, il y a des sociétés savantes. Les fines herbes de tel endroit veulent commémorer je ne sais pas quoi. Il y a des associations. Oui, les fines herbes, c'est des académies qui remontent au XVIIIe siècle. Soyons pleins de déférence pour ces antiques institutions qui vivent toujours. Vous avez des éditeurs, bien sûr, des réalisateurs de télévision, des conservateurs de musées, des associations d'anciens combattants, le Souvenir français, les généalogistes, qui en France sont une armée pacifique. Des troupes de théâtre, des intermittents du spectacle, même des cyclotouristes qui font des randonnées sur des itinéraires qui sont censés avoir été ceux d'anciens combattants de 1914. Et enfin, cette commémoration
prend des formes si multiples que je renonce à faire une typologie. Vous avez des projets nationaux, comme par exemple les 5 séquences d'Apocalypse qui ont été publiées, diffusées récemment à la télévision française. Mais vous avez des expositions, vous avez des conférences, des colloques, des publications, des représentations théâtrales, des concerts, des CD que des élèves vont réaliser, des blogs, des brochures sur tel ou tel poilu de la localité, des sculptures. Enfin, l'imagination se donne libre cours. On a même des tranchées qu'on refuse de labelliser parce que vraiment faire croire à que l'on réalisera ce qu'était le front en faisant visiter des tranchées sans rats, sans boue, surtout sans obus et sans la peur au ventre et sans mort, c'est une supercherie. Donc on a refusé les tranchées. Mais c'est bien la seule chose, ou à peu près, qu'on ait refusé. Donc cette ampleur et cette diversité s'expliquent aisément, car avant d'être un projet, le centenaire est une occasion exceptionnelle pour les acteurs sociaux et culturels. Chaque année, les musées organisent des expositions, les théâtres ont donc il y a des campagnes. Eh bien, c'est une occasion. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils se réunissent en 2013. Qu'est-ce qu'on va mettre à notre programme l'année prochaine? Ah ben tiens, il y a la guerre de 1914. On va faire quelque chose en rapport avec la guerre de 1914. Et la chorale qui a chanté le Requiem de Fauré en 2013 se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir chanter en 2014? Et ils cherchent quelque chose. Ils vont chanter des chansons de guerre. Bon, c'est ça là. Et vous avez la même chose pour les projets pédagogiques. Vous avez des pédagogues novateurs qui veulent faire travailler leurs élèves sur des sujets motivants. Alors, ils sont à la recherche de sujets. Évidemment, ceux qui sont à la recherche de sujets, c'est ceux qui ont des élèves pas motivés. Donc, vous ne vous étonnerez pas que dans les grands lycées, les lycées où on a des élèves qui ont déjà en ligne de mire Polytechnique et l'ENA, et où les élèves travaillent scolairement de façon absolument imparable, la commémoration soit très limitée, inexistante, où on fait une soirée en l'honneur des anciens élèves du lycée qui sont morts à la guerre. Mais dans les zones d'éducation prioritaire, dans les lycées professionnels, vous avez toute une série de manifestations, et dans les écoles primaires. Alors, la ressource, je ne sais pas, il va y en avoir une centaine au moins, c'est l'instituteur dit à ses élèves, vous allez relever les noms sur le monument aux morts. Puis vous allez chercher sur Mémoire des Hommes, le site informatique, la fiche de chacun. Et alors on va dresser la carte des endroits où ils sont morts, des endroits où ils se sont battus. Puis on va demander s'il y a de la famille à côté, s'il y a des descendants, des petits-fils, etc. Et puis vous montez une exposition pour les parents d'élèves. Et puis vous avez fait travailler les gamins. C'est un projet que nous labellisons à tous les coups. C'est en effet une commémoration. Mais vous voyez bien que le projet est porté par l'occasion. La guerre de 1914, c'est une occasion commémorative absolument extraordinaire. Bon. Vous arrivez à des projets parfois sans aucun rapport avec la guerre de 14. Je vous citerai le cas d'un lycée professionnel de la métallerie. Alors les lycées professionnels, c'est des lycées durs, avec des élèves souvent absents, difficiles à motiver. Et la métallurgie, c'est quand même pas très très porteur, surtout en ce moment. Et là, il y a un lycée professionnel où le professeur d'art plastique et le professeur d'histoire se sont mis d'accord. Les élèves vont réaliser une sculpture en métal qu'ils vont mettre dans la cour d'entrée de leur lycée. Alors, la commémoration de 1914, ça sera la production de cet objet. On voit très bien le rôle que joue 1914 par rapport au projet. Bien. Si on essaye de dégager le caractère général de ces commémorations, le premier, c'est le localisme. La guerre que les projets commémorent, c'est celle que les gens d'ici ont vécue. Beaucoup de projets portent en intitulé le nom d'un lieu, département, ville, village, suivi de « pendant la guerre ». C'est la Saône-et-Loire, la Seine-Maritime, les Pyrénées-Atlantiques pendant la guerre. Mais il y en a bien d'autres. Lyon, Paris, Marseille, Strasbourg, Dijon pendant la guerre. Mais je pourrais continuer la liste, d'ailleurs je vais la continuer. Argentan,
Parce qu'il y a des plus petites villes, et puis des petites villes dont le nom aura pour vous une petite couleur locale. Saint-Chinian, Saint-Méen-le-Grand, en Bretagne, où vous avez alors, de petites communes se mettent ensemble pour commémorer. Ça vous donne des projets sur le pays d'Hôte pendant la guerre, ou les Couévrons pendant la guerre. Alors les Couévrons, je ne sais pas si vous savez où c'est du côté de Vitré, c'est l'ouest profond. Bon. Et le titre du projet de l'écomusée de Dreux résume absolument ce qui est commémoré, c'est, je cite, l'histoire des hommes et des femmes pendant la Grande Guerre. Associée à cette thématique, celle des soldats du lieu. La commémoration part souvent de carnets ou de correspondances retrouvées localement et qui sont sorties des greniers. Elle retrace l'itinéraire des noms gravés sur le monument aux morts. Je vous ai raconté les travaux que font les écoliers. Au soir du 11 novembre 2014, en principe, dans toutes les communes de Haute-Savoie, on lira des lettres de poilus. On est dans le registre d'une piété émouvante. Il ne suffit plus de dire l'horreur de la mort de masse qui plane néanmoins sur la démarche. Il faut restituer à chaque mort son village et son histoire, son visage, mais son village aussi, et son histoire singulière. Du coup, la mort redevient le drame humain qu'attendaient les familles et qui bouleverse le destin des proches. Les listes de noms prennent une force nouvelle. Le monument se met à parler. C'est le second caractère de ces commémorations. Ce que la France commémore, c'est une épreuve traversée par la société et placée sous le signe du deuil. La guerre est associée aux restrictions, aux pénuries, aux hôpitaux. Elle a surtout fait vivre pendant des mois tous les enfants, toutes les femmes et tous les parents dans l'angoisse quotidienne du courrier qui s'interrompt et de la dépêche fatale. Pour citer le projet d'une école primaire du Nord, ce que la France commémore, c'est, je trouve ce titre absolument bouleversant, « Notre vie ici, en attendant vos lettres ». Vous avez tout. La vie ici et les lettres. Et le rapport entre les deux, quelle angoisse. Dans certains cas, la commémoration s'élargit. Elle n'est pas purement hexagonale. Les soldats des colonies ne sont pas oubliés, ni les étrangers de tous les pays dans les lieux où ils ont stationné. Des manifestations vont rappeler qu'ici des Britanniques, là des Diggers, peut-être des Canadiens, ou des Américains ont stationné, qu'ils ont débarqué, qu'ils se sont entraînés dans tel ou tel camp. On a des commémorations qui rappellent les prisonniers allemands qui ont été dans des camps à proximité. Les réfugiés sont très présents. Par exemple, la ville de Montauban commémore avec la ville belge de Bietrix, dont les habitants s'étaient réfugiés chez eux il y a un siècle. D'autres villes organisent leur commémoration avec la ville jumelle allemande. Donc la commémoration n'est pas purement franco-française. L'élargissement des perspectives, sensible au niveau de l'État, l'est aussi à celui de la société civile. En revanche, il est des angles morts, des points aveugles. Le travail paysan et le monde rural sont présents, mais pas les usines. Les usines ne sont, si vous me permettez l'expression française, vous n'allez pas comprendre, repêchées, c'est-à-dire sauvées. Normalement, on les oublie, mais on va en parler. Pourquoi? Parce que les femmes y travaillent. Donc, les usines arrivent grâce aux femmes qui y ont travaillé. C'est le projet d'un lycée professionnel absolument extraordinaire, le lycée de Saint-Chamond. Saint-Chamond, c'était le bassin métallurgique de la Loire qui, pendant la guerre de 1914, a eu une importance extrême et qui a été marqué d'ailleurs en janvier 1918 par des grèves d'une rare violence. Maintenant, il n'y a plus une industrie. Hein. La vallée du Gier est une vallée morte. Alors, il y a un lycée professionnel à Saint-Chamond, mais c'est un lycée hôtelier, essentiellement féminin.
Et elles ont monté une exposition sur les aciéries de la marine à Firminy pendant la guerre de 14 qui vous laisse baba. Je l'ai vu à Lyon, je n'ai jamais vu d'aussi belles photos de femmes travaillant dans des obus. On est très loin, c'est beaucoup plus intéressant que les photos traditionnelles des ateliers Citroën où on a des femmes avec des courroies. Mais ouais, là, on a de gros obus. Bon. Mais c'est par les femmes que l'usine. Vous prenez une ville comme Creil, qui est un centre ferroviaire important et un lieu d'industrie de guerre tout à fait important, il y a une commémoration qui est organisée, les usines disparaissent, elles ne sont pas là. Creil a oublié que sont passés usiniers. Bon. Donc, les craintes que certains manifestaient à l'approche du centenaire ne sont donc pas fondées. Nous sommes loin du vaste cocorico politico-militaire qu'on aurait pu redouter. La commémoration est avant tout celle de la plus lourde épreuve qu'ait traversée la société française en 2 siècles. Mais cette commémoration s'arrête, me semble-t-il, à mi-chemin. Elle ne retient qu'un des 2 sens du mot épreuve, le sens passif, celui où l'épreuve est quelque chose que l'on subit, quelque chose où l'on souffre. Or, l'épreuve a aussi un sens actif. Elle est faite pour être surmontée. C'est le cas de l'épreuve d'examen. L'épreuve est faite pour faire ses preuves. Et d'une certaine manière, la société française, ou peut-être la République, ont fait leurs preuves en 1914. Mais on ne s'interroge pas sur cet aspect de la guerre. On ne s'interroge pas sur l'épreuve que la guerre a constituée pour le gouvernement et pour l'État. Et c'est sur ce point que je voudrais revenir, rejoignant ici très largement ce que disait John Horne tout à l'heure. C'est d'abord une épreuve pour la démocratie, parce qu'à la veille de 1914, tous les gens de droite pensaient que la République était incapable de faire la guerre. Et il n'y avait pas que les gens de droite. Parmi les républicains, le socialiste Marcel Samba, qui sera ministre de l'Union sacrée, a publié un livre en 1911 intitulé « Faites la paix, sinon faites un roi ». Or, on n'a pas fait la paix, mais on n'a pas fait droit non plus. La République est sortie victorieuse sans avoir abdiqué les pouvoirs civils aux mains des militaires. Or, ni la commémoration nationale, ni les commémorations locales ne posent la question de savoir pourquoi la France a-t-elle gagné la guerre. Elle lui apporte une réponse implicite sur le plan militaire. Parce que la reconnaissance du caractère mondial de la guerre dit très clairement que militairement, la France n'aurait pas gagné la guerre sans les Anglais, sans les Canadiens, sans les Australiens, sans les Américains, sans etc., etc. Y compris le Newfoundland. Mais la question se pose autant, et peut-être d'abord, pour le front intérieur, pour le home front. L'Allemagne a perdu la guerre en partie parce que la société civile s'est désagrégée de l'intérieur. Enfin, je vous le rappelle, vous le savez, mais il faut quand même le dire, que dans l'été de 1918, le tiers de l'alimentation est sur le marché noir, que les municipalités achètent au marché noir les ingrédients qu'elles mettent dans les soupes populaires, que des bandes parcourent les campagnes à la recherche de beurre, de pommes de terre, de cochons, et que la maréchaussée est incapable de les maîtriser. Les magasins sont vides et les queues s'allongent. Et quand vous faites la queue 3 heures après avoir travaillé 12 heures à l'usine, ou 10 heures, je ne vous fais pas un dessin pour vous expliquer le mécontentement que vous pouvez ressentir. Donc la sous-alimentation en Allemagne fait des ravages et la mortalité augmente. Or, bien sûr, le blocus allié est responsable pour une part de cette situation. Mais elle a été quand même très mal gérée par une administration militarisée. La France, comme le Royaume-Uni, suivant des méthodes différentes, ont réussi au contraire à maintenir des conditions de vie minimales, mais suffisantes pour leur population. La gestion des restrictions
comme celle des réquisitions, des transports, comme l'affectation de la main-d'œuvre, ont été efficaces, et malgré les grèves, un minimum de consensus a été préservé, le front intérieur a tenu. D'où une question qui me semble citoyenne entre toutes les questions, c'est comment la France a-t-elle été gouvernée et administrée entre 1914 et 1919 ? Comment la chaîne de gouvernance a-t-elle fonctionné? Ça me paraît une question essentielle et personne ne la traite. C'est une question absente. Quelle a été l'action, pas seulement des ministres, des préfets, des sous-préfets, des maires, des notables, des présidents d'associations, et car de multiples associations se sont créées, plus ou moins philanthropiques, de riches particuliers ont transformé leur maison secondaire en sanatorium ou en centre de rééducation, etc., etc. Comment toute cette chaîne a-t-elle fonctionné? La réponse à cette question est essentielle si on veut comprendre pourquoi la France a traversé l'épreuve sans craquer. La deuxième question, qui est aussi une question citoyenne et majeure, c'est celle des États et des limites de leur souveraineté. Et c'est une question qui se dédouble. La guerre de 1914, c'est l'apogée cataclysmique du mouvement des nationalités. Sans les États-nations forgés au long du XIXe siècle, sans les nationalismes, vous ne pouvez pas comprendre la guerre. C'est l'anachronisme de la présentation courante d'une guerre civile européenne. Si vous présentez la guerre sous cet angle, elle devient en effet incompréhensible. La guerre ne marque pas la fin des États-nations. Au contraire, elle aboutit à la naissance de nouveaux États-nations. Et pourtant, elle marque une rupture. Parce qu'au début de la guerre, la légitimité de l'État-nation n'est pas contestée. Avant d'être l'effet d'une résignation ou d'un enthousiasme patriotique, le succès de la mobilisation, c'est l'obéissance à un ordre qu'on ne discute pas. L'État légitime commande et les mobilisés rejoignent les dépôts et endossent l'uniforme. C'est ainsi que des centaines de milliers de Français vont aller faire la guerre d'Algérie parce qu'on les mobilise. Aucun historien n'a imaginé jusqu'à présent qu'ils y allaient par consentement patriotique. Ils y allaient parce que c'est comme ça. L'État commande, eh bien on obéit. C'est un phénomène institutionnel. Ce qui, pour répondre à une question qu'on pourrait peut-être me poser, de savoir ce que je pense de la contrainte et du consentement, je répondrai que c'est une question mal posée. Parce que c'est posé en termes de psychologie individuelle, ce qui est avant tout un phénomène sociologique et institutionnel. Ce sont des groupes de pairs qui tiennent, qui consentent ou subissent la... Et ils le font à l'intérieur d'une institution qui les a organisés. Bon. Peu à peu, pourtant, les soldats se posent une question absolument fondamentale, qui est la question de la guerre elle-même, comme le disait John tout à l'heure. Pourquoi les envoie-t-on à la mort? Parce que pour eux, c'est l'évidence, on les envoie à la mort. C'est la chanson de Crown, nous sommes les sacrifiés. Dans quel but? De quel droit? Deux questions redoutables. En janvier 1916, je donne la date, c'est très intéressant, le soldat Maurice Pensuet, qui présente sa réaction comme celle de tous ses camarades. C'est pourquoi je la donne, parce que ce n'est pas une réaction individuelle, et elle témoigne d'un comportement collectif. Il écrit ceci à ses parents. « Continuer la guerre, c'est faire bousiller encore au minimum 300 ou 400 000 poilus. » Alors bousiller, pour les anglophones, je traduis, bousiller, c'est détruire. Mais c'est détruire bêtement et de façon choquante quelque chose de précieuse. Par exemple, quand vous conduisez une belle voiture et que vous allez dans un arbre, vous bousillez votre voiture.
c'est un terme familier, mais c'est le terme qu'utilise ce soldat, et je le trouve très expressif. Il ne dit pas faire tuer, il fait faire bousiller 300 ou 400 000 poilus, si l'on veut un résultat. Et si la paix était signée en ce moment, nous ne serions pas plus malheureux que si nous la signions victorieux dans un an. Alors, la défense de Verdun va faire reculer cette interrogation, mais elle va ressurgir en 1917 et prendre un tour très insistant après le grand espoir déçu du chemin des dames. Les militaires, naturellement, s'insurgent contre ce pacifisme. Ils ne le comprennent pas. En fait, ce n'est pas un refus de se battre et ce n'est pas non plus un défaut de patriotisme. C'est une réserve beaucoup plus profonde. Les soldats veulent bien se battre, mais pas pour n'importe quoi, n'importe comment. L'État qui défend l'intégrité du territoire national est pleinement légitime. Et les soldats acceptent de se faire tuer pour cet objectif-là. Ils n'acceptent pas de se faire tuer simplement pour que le régiment ait les honneurs du communiqué. Et s'il s'agit d'une guerre de conquête, là, elle cesse d'être légitime. D'où la revendication de rendre publics les buts de guerre, que les États disent ce qu'ils veulent. Car tant qu'on ne le sait pas, on est dans une situation de réserve profonde. D'où la popularité des 14 points du président Wilson. L'acceptation de la guerre et donc de l'État, de l'autorité de l'État, devient conditionnelle. Un État annexionniste et conquérant perd sa légitimité aux yeux de ceux qui l'envoient au massacre, et même au-delà. Jean-Louis Robert a montré que les ouvriers parisiens pacifistes, au nom des rapports, c'est ainsi que les rapports de police les désignent, ne sont pas du tout défaitistes. Il y a de grandes grèves au printemps de 1918. Chaque fois que Ludendorff réussit à percer, la grève s'arrête par enchantement. En un jour, la grève s'arrête. Les ouvriers ne veulent pas être responsables de la défaite. Mais leur patriotisme est un patriotisme conditionnel. C'est ce que Jean-Louis Robert appelle un patriotisme défensiste. Alors, cette évolution pose deux questions centrales pour toute démocratie. C'est la limite du pouvoir de l'État sur ses ressortissants, ou, inversement, celle des droits des citoyens par rapport à l'État. La phrase célèbre de Clémenceau dit la solution qui a triomphé en France, que je ne développerai pas parce que je pense que vous commencez à être fatigué de mon discours, mais la phrase, je n'ai même pas besoin de vous la rappeler car vous la connaissez tous, ils ont des droits sur nous. Cette phrase n'a eu une telle importance, et on ne l'a répétée de façon récurrente que parce qu'elle, justement, elle touchait un point absolument fondamental. Et ça, c'est la première limitation des pouvoirs de l'État. L'État n'a pas tous les pouvoirs par rapport à ses citoyens. Et il y a une seconde limitation de la souveraineté de l'État, c'est la souveraineté par rapport aux autres États. Car la guerre suscite un immense, plus jamais ça, unanime. Pour que la guerre ait un sens, il faut qu'elle soit la dernière. Or, il est impossible d'éviter le retour des guerres si l'on ne trouve pas le moyen d'organiser un ordre de droit international. La revendication d'une instance supranationale capable de régler des conflits entre États par l'arbitrage n'est pas née de la guerre de 1914. On en a eu la démonstration à plusieurs reprises, dans plusieurs des tables rondes de ce congrès. Mais la guerre de 1914 lui donne un autre impact, une autre violence, lui donne d'ailleurs des formes différentes suivant les États, plus morales dans les États anglo-saxons, plus juridiques en France, comme Peter Jackson l'a montré. Mais l'aspiration, elle est générale. L'horizon de la paix passe donc par une double limitation de la souveraineté des États, limitation de leur souveraineté interne envers leurs propres citoyens
et ce sera, après la catastrophe de 39-45, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948, l'imitation externe entre États, c'est la SDN puis l'ONU qui sortent de là. Et ça me rappelle la conclusion de la thèse de John Horn sur la Welfare Society. Sa thèse sur le socialisme de guerre se termine en disant c'est peut-être dans le second après-guerre qu'il faut chercher les conséquences sociales de la Première Guerre mondiale. Je reprendrai volontiers cette formule à mon compte pour les conséquences juridiques en ce qui concerne la souveraineté de l'État et sa double limitation. Donc vous voyez, au cœur de la Première Guerre mondiale, il y a cette rupture fondamentale qui oppose un 19e siècle où les nationalités sont souveraineté absolue, d'un 20e siècle qui essaye de façon, comment dirais-je, récurrente, de surmonter comment dirais-je, l'absurdité d'une souveraineté intégrale. Les questions que la guerre pose ainsi commandent le siècle qu'elle ouvre. Et la création de l'Europe, et là c'est un peu une inquiétude parce que je crains que la commémoration de 1914 ne transpose le cocorico national en une sorte de 9e symphonie européenne. Alors c'est plus grandiose et plus musical que le cocorico, mais non, l'Europe c'est seulement, mais c'est déjà beaucoup, c'est énorme, mais c'est quand même seulement une réponse régionale à des questions qui étaient posées comme des questions mondiales. Et en ce sens, la guerre de 1914 conserve une insistante actualité. Et si nous voulons, pour reprendre l'invitation de Hugh Strachan dans un débat du Guardian, que commémorer soit plus que se ressouvenir, le centenaire nous offre une occasion exceptionnelle. Par-delà la compassion qu'inspire l'épreuve affrontée par les sociétés en guerre, il conviendrait de faire un effort d'intelligence. Et ce pourrait peut-être être le rôle des historiens. Merci de votre attention. Monsieur Gros is prepared to take some questions if you have any, some comments. There's a microphone, 2 microphones I think, circulating. If anyone has anything they'd like to, yes, over here. Possibly in English. Ok, merci pour votre discours. Alors, j'allais vous demander si, en tant que le Parti socialiste est au pouvoir, et pour ces questions précises, mais bien sûr, l'implication, c'est que la réponse que vous aurez nous donnée a une sorte d'implication pour la mémoire. Est-ce qu'on a parlé de commémorer l'assassination de Jaurès? Ah oui, bien sûr. Ok, est-ce que vous pouvez... Bien sûr, mais ça n'avait été porté par l'association Jean Jaurès. Il y a une association Jean Jaurès qui tenait absolument à ce que la commémoration ne soit pas seulement la commémoration de l'assassinat, mais la commémoration de l'ensemble de Jaurès. Le résultat est que le président de la République est allé participer à cette commémoration à Carmaux et qu'il s'est malheureusement fait siffler. Mais alors, ce que je peux vous dire, c'est que le programme initial des commémorations a été fait pour M. Sarkozy, par l'actuel directeur de la mission du centenaire, qui est M. Zimet. M. Zimet avait fait, donc quand il avait conçu la mission du centenaire, il avait fait un conseil scientifique avant, et le conseil d'administration m'avait déjà désigné comme président de ce conseil scientifique. Ma réputation politique est plutôt centre-gauche. Je suis pas un rouge, bon, mais je ne suis pas non plus un blanc ni fleur de lys.
Et le gouvernement a demandé au conseil scientifique une évaluation des propositions de M. Zibek. On lui a rendu cette évaluation, il a ajusté son programme, et le président de la République a annoncé son programme de commémoration à l'Élysée le 7 novembre. Le discours du président de la République a été parfaitement accepté sur la totalité du spectre politique. Je veux dire que le centenaire n'est pas le lieu d'une division des Français ou d'un affrontement. Alors, il y a des divisions entre Français. Il y en a eu sur les fusillés pour l'exemple. Le gouvernement, enfin le ministre m'a demandé un rapport. J'ai pris les gens du conseil, parce que dans le conseil, il y a des gens qui connaissent le cas des fusillés beaucoup mieux que moi. Donc ils ont fait un rapport, et puis ça, complètement... je veux dire que le rapport a mis en quelque sorte fin au débat. Il va y avoir dans le musée de l'armée, lieu symbolique, c'est la solution qu'on avait proposée, il faut réintégrer les fusillés dans la mémoire nationale. Le lieu symbolique pour le faire, c'est le musée de l'armée aux Invalides. Donc dans le musée de l'armée aux Invalides, on est en train de concevoir une séquence d'exposition, pas très grande parce que la place est limitée, sur le cas des fusillés. Et alors, il y a des polémiques secondaires, mais sur d'autres sujets, sur les panthéonisations qui ne concernent pas la mission du centenaire, et puisque les commémorer, de panthéoniser, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas la première. The microphones are for the recording. You'll still need to speak loudly so the room can hear. They're not for the speakers in the room. Question over there, Pierre Purseg. Merci beaucoup Pierre Purseigle. Juste une question. D'abord, un grand merci pour ce point de vue sur les commémorations et sur ce rappel historiographique qui nous montre qu'au-delà des controverses inutiles, on a encore beaucoup de travail à faire. Ma question n'est pas sur des questions historiographiques, ne porte pas sur des questions historiographiques, mais sur le centenaire lui-même et sur les archives de ce centenaire. Est-ce que la mission et peut-être la commission scientifique et pédagogique a d'ores et déjà commencé à réfléchir aux manières dont tout ce matériau assez extraordinaire pourrait peut-être être collecté et ensuite évidemment étudié, utilisé par les historiens du centenaire? Alors, la mission du centenaire constitue ses archives. Donc tout ce qui est archives de la mission du centenaire sera collecté, sauvegardé, il n'y a aucun problème. En revanche, non, on ne peut pas centraliser à Paris ce qui se fait dans les écoles, ce qui se fait au Couëvron ou ailleurs. Donc ça sera conservé. Je pense que des expositions comme par exemple les Pyrénées-Atlantiques pendant la guerre, c'est une exposition itinérante organisée par les archives départementales. Je suis tranquille, les archives départementales les conserveront. La commémoration de Saint-Chinian, je ne suis pas sûr que les archives municipales de Saint-Chinian conserveront longtemps la mémoire de cette... Mais alors vous avez d'autres commémorations qui auront une mémoire immédiate puisque c'est des volumes. J'ai reçu d'une commune voisine d'Orléans un recueil qu'ils ont fait. Alors ils n'ont pas d'archives, je ne sais pas qui l'a fait, je ne connais pas les gens qui l'ont fait, ils me l'ont envoyé, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai apprécié beaucoup. Ils ont collecté, ils avaient un collectionneur privé, donc ils ont utilisé les archives. Vous avez les cartes d'alimentation, les circulaires du sous-préfet sur la réquisition du foin, sur la réquisition des chevaux, sur les attributions de charbon. Votre ville va recevoir 2500 kilos de charbon pour délivrer aux... Tout ce que je disais tout à l'heure sur la gouvernance, dans cette commune, ils l'ont en quelque sorte exhumé. Alors c'est un livre, ça sera conservé. Le spectacle qui est organisé autour des lettres de Poilu à Trifouilly-les-Oies, ça, je ne vous garantis pas que ça survivra. D'autres questions? Jeremy?
Est-ce que vous pouvez faire une petite comparaison entre le bicentenaire de la Révolution française qui a été commémoré il y a 25 ans et ce qui se passe cette année-ci à propos de la Grande Guerre? Ce sont, je crois, les deux grandes manifestations de ce type. Alors, la comparaison est en effet très intéressante. C'est une très bonne question dont je vous remercie. Les autres étaient bonnes aussi. Hein. Mais il y a deux différences. L'implication de l'État était beaucoup plus forte. Puisque, par exemple, la grande manifestation sur les Champs-Élysées, ça représente quand même quelques millions d'investissements. D'ailleurs, l'État n'est pas allé jusqu'au bout de ses intentions parce que cette commémoration était une commémoration de la place Tiananmen, etc., en quelque sorte des prolongements de la Révolution française, mais le gouvernement n'a pas eu l'audace de reprendre à son compte ce qui, dans les principes révolutionnaires, continue à diviser la société française. Il a cherché le consensus. Le gouvernement actuel fait d'ailleurs un peu la même chose, mais dans un contexte totalement différent. Donc c'est normal qu'un gouvernement essaye de susciter un consensus national autour de grandes dates, mais bon, il ne faut pas que les historiens se laissent berner. Alors la deuxième différence, c'est qu'il n'y a aucune mémoire familiale de la Révolution française. Et vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en France si vous n'avez pas en arrière-plan les grands-parents, les arrière-grands-parents, tous ces gens dont on a entendu parler, dont on a encore les photos dans la famille, dont on retrouve des lettres. La trace est là. C'est une cicatrice. La blessure est encore, je dirais pas, elle n'a pas la vivacité qu'elle avait dans les années 30, mais elle est encore perceptible comme une cicatrice peut encore faire mal. Donc ça, c'est une différence insurmontable. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui vont se faire sans le concours de l'État, hein, parce que nous avons, pour subventionner les manifestations, si nous réussissons la campagne de mécénat, nous avons comme objectif 5 millions. 5 millions, vous avez vu, 2800 projets labellisés à 75%, c'est ridicule. More questions over there? Yeah. Unae. En Allemagne, on observe les activités de la mission du centenaire avec curiosité, peut-être parfois aussi avec un peu d'incompréhension. Je voulais savoir si la mission du centenaire va couvrir jusque l'année 19 et le traité de Versailles. Alors, la commémoration va certainement... Alors, en Allemagne, c'est très compliqué parce que c'est plutôt du domaine des Länder que de l'État fédéral. Donc, et tous les Länder ne réagissent pas exactement de la même façon. Et la commémoration a été plus lente à s'organiser en Allemagne. Et il faut bien reconnaître que pour l'Allemagne, la plus grande épreuve du XXe siècle, c'est pas la première, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ce que je disais tout à l'heure sur notre vie ici en attendant vos lettres, bien sûr ça a commencé en 14-18, mais ouais, Verdun, c'est pas le front, c'est pas Stalingrad. Bon, il faut faire la différence. Alors, la commémoration va certainement continuer jusqu'en 1918-1919. La commémoration officielle, je vous dis, la commémoration d'État, elle est contrainte. L'État ne peut pas ne rien faire pour l'anniversaire de juin 19. Il sera obligé de le faire. Alors, donc la commémoration va continuer. Est-ce que la mission va continuer? Ça, c'est une question ouverte. Je n'en sais rien et j'ai pas. D'ailleurs, ça ne me concerne pas. Moi, s'il y a la mission, ben, il continue à y avoir un conseil scientifique. S'il n'y a plus de mission et plus de conseil scientifique, je m'en porterai pas plus mal. C'est quand même un peu fatigant, même si la fatigue est compensée par l'intérêt de la chose.
parce qu'on les a vus quand même défiler, les 2000 projets. Hein. Un après un, ça fait des journées à 100-150 projets dans la journée. Alors, bon, donc la commémoration continuera certainement. 1907, le Verdun sera commémoré, le chemin des Dames sera commémoré, les mutineries, je ne sais pas comment ils feront. Je ne sais pas ce qui se passera en printemps 1918, mais on ne peut pas ne pas. Il y aura probablement aussi une commémoration avec. Il va y avoir toute une série de commémorations avec les Canadiens à Vimy, avec les Australiens, avec les Africains du Sud qui vont scander, et avec les Américains pour la bataille d'Argonne de septembre 18. Je prévois déjà qu'il se passera des choses au cimetière de Romagne sous Montfaucon, ou alors au monument américain de Montfaucon. Mais il y a des lieux et des dates qui s'imposent. Donc ça va continuer. Est-ce que la mission va continuer? Ça, c'est une question qui intéresse le personnel de la mission. Was there another question back there? Yes. Bonsoir, Élise Julien, Lille, et membre du conseil scientifique. J'étais un peu étonnée en vous entendant que vous mettiez en avant 4 dates. Or, il me semblait qu'il y en avait 5 pour ce centenaire, et vous n'avez dit aucun mot du 28 juin. De l'assassinat de Sarajevo, et une hypothèse peut-être pour cette absence serait que les dates finalement les plus importantes ou mises en avant sont celles qui ont la plus grande signification sur le plan national. Le 14 juillet, le 3 août qui s'étend mais qui est aussi spécifique à la France, hein, contrairement à la Belgique, ce que vous avez dit, le 12 septembre la Marne, et le 11 novembre là aussi très important pour la France. Est-ce que c'est pour cette raison ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et j'ai juste une deuxième question beaucoup plus ouverte qui part d'un double constat. On a ce foisonnement dans la société civile que vous avez très bien décrit, et en même temps, vous l'avez relevé, 1914 est une occasion pour les chorales, pour les musées, pour d'autres institutions. Je sais que les historiens ne sont pas des devins, mais dans ces circonstances, qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour la suite? Est-ce qu'il faut craindre une disparition de cet intérêt pour la Première Guerre mondiale? Est-ce qu'on est plus du côté d'un foisonnement véritablement profond et durable, ou d'une occasion qui risque de s'éteindre rapidement? Alors, la première question, c'est que, si j'ai bien compris, hein, je parle de façon conditionnelle parce que je n'ai pas suivi ça de près, mais la commémoration qui était envisagée le 28 juin à Sarajevo était... Non, c'est pas... Je ne sais pas s'il y aura quelque chose le 15 novembre, mais ça devait être une commémoration européenne, et ça supposait un accord entre les partenaires qui n'a pas pu se réaliser pour des raisons que je vous dirai si vous voulez, mais que je ne dirai pas publiquement parce que j'en suis pas absolument sûr. Si j'en étais absolument sûr, je le dirais. Mais donc, du coup, la France n'est plus liée puisque le consensus européen se dénoue. Donc, il va se passer des choses organisées par la Serbie à Sarajevo le 28, y compris un concert de la Philharmonie, je ne sais plus si c'est celle de Vienne ou celle de Berlin, Chris le sait peut-être, je crois que c'est celle de Berlin, mais il va y avoir, moi je sais que France Inter m'a réquisitionné pour aller tchatcher à cette occasion, mais il n'y a pas d'engagement de la mission dans c'est quelque chose qui est tombé à l'eau. Alors la deuxième question, je pense que l'intérêt va retomber parce que les entrepreneurs culturels et les pédagogues vont chercher d'autres thèmes mobilisateurs pour l'année 2015, 2016. Alors en 2015, il restera des thèmes mobilisateurs. Ce qu'on peut espérer, c'est que nous, en tant qu'historiens, c'est qu'un certain nombre des interrogations soulevées par les commémorations vont susciter des recherches et susciter des colloques. Par exemple, je ne désespère pas
qu'il y ait en 2017 ou 2018 un colloque qui pourrait s'intituler Généraux, préfets et maires, l'administration de la France pendant la guerre de 1914. Et là, il y a un certain nombre d'avancées scientifiques que l'on pourrait envisager. Mais ça suppose que des gens s'y mettent. Et c'est pas toujours évident parce qu'il faut que ça coïncide avec leur stratégie de carrière, etc., etc. Mais je pense que ça va retomber. Alors, ce qui va en revanche subsister, c'est les manifestations touristiques. Parce que la guerre est aussi une occasion pour les municipalités du front qui ont perdu l'industrie et qui n'ont pas beaucoup de commerce et dont l'agriculture maigrit à vue d'œil. La seule ressource qu'ils ont, c'est le tourisme du champ de bataille. Donc vous avez un certain nombre de réalisations, la plus importante étant la rénovation complète du mémorial de Verdun, mais le mur de Vimy, par exemple, le mur de Vimy de Notre-Dame de Lorette, vous avez un certain nombre de réalisations qui vont continuer à organiser un tourisme des champs de bataille. Donc vous allez avoir une conservation des lieux, parce que ça entraîne aussi... regardez le travail qui se fait sur la caverne du Dragon, avec André Loez, et puis il y en a d'autres, il y a des petits musées, il y a Suippes, il y a le fort de la Pompée, il y a toute une série j'allais dire, de traces de la guerre qui sont entretenues, rénovées, protégées, et qui vont continuer à entretenir. Donc, d'une certaine manière, ce souvenir-là va persister. Le souvenir sur les lieux et sur les musées va subsister. Mais le reste, non, je pense qu'en 2020, les instituteurs n'en verront plus leurs enfants, leurs élèves relever les noms sur les monuments morts. Mais ils recommenceront peut-être en 2024. Well, thank you very much. I would like to, j'aimerais bien remercier le professeur Pro de nous avoir fait un discours tout à fait passionnant et on peut peut-être applaudir. Merci beaucoup.